Bonjour à toutes et à tous. Pour la septième émission de Légendes et Vérités, j'ai le plaisir de recevoir Reynald Secher. Bonsoir monsieur. Bonsoir, monsieur. Ensemble, nous aborderons le métier d'éditeur dans toute sa richesse, sa complexité et sa diversité. Monsieur Secher, pouvez-vous nous raconter comment est née votre maison d'édition et surtout, qu'est-ce qui a motivé ce choix? Alors, j'ai eu cette chance incroyable que mes deux thèses, thèse de troisième cycle et thèse d'État, soient publiées par de grands éditeurs nationaux et internationaux, en l'occurrence la Librairie académique Perrin et les presses universitaires de France. Donc, je suis rentré pour la première fois dans le monde de l'édition par la publication de mes ouvrages par des maisons d'édition de prestige. Donc j'ai eu ce premier contact qui est un contact assez aisé puisque je n'étais qu'auteur avec une petite nuance, c'est que souvent, devant le succès des ventes, les libraires n'avaient pas suffisamment de livres, donc j'étais obligé d'en acheter pour le revendre. Donc c'est un petit détail, mais qui a fait que j'ai découvert une autre dimension du livre. Puis il y a eu une troisième expérience pour m'introduire dans ce monde qui a été la publication des bandes dessinées Vendée et Chouannerie. Je suis devenu célèbre très jeune, j'avais exactement 30 ans. Mes livres universitaires ont été publiés à des dizaines de milliers d'exemplaires, mais en fait ne me lisait que un monde initié. Et un jour, en parlant avec des amis, parents de famille, d'une famille nombreuse, ils m'ont demandé de créer un support historique pour que mes travaux soient lus par le plus grand nombre et notamment la jeunesse. Et là, évidemment, le meilleur support, en l'occurrence, était la bande dessinée. Moi, je suis d'un milieu classique. La bande dessinée ne faisait pas partie de mon univers. Donc, je me suis initié à la bande dessinée. Et là, j'ai publié chez un grand éditeur français, national et international, en l'occurrence Fleurus, deux bandes dessinées sur la Vendée et sur la Chouannerie. À l'époque, la bande dessinée historique était assez marginale dans le monde de l'édition parce que, en fait, les grands consommateurs d'histoire sont les milieux dits classiques qui, eux, ne sont pas intéressés par la bande dessinée. Et donc, le marché était plutôt réduit. Sauf que j'ai eu la chance d'être publié au-delà du livre par des journaux, Presse Océan en l'occurrence, et par des revues, Famille chrétienne, ce qui a donné une dimension incroyable à ces bandes dessinées. Et là, je me suis intéressé au coefficient de lecture, ce qu'on ne fait pas d'habitude. Et j'étais à l'université privée de Sciences Com et j'ai fait faire une étude sur le coefficient de lecture du livre, de la bande dessinée et du film. Et je me suis rendu compte avec stupeur que en 1988, que le coefficient de lecture d'un livre était de 0,64, que le coefficient de lecture d'une bande dessinée était de 11 et que le coefficient de lecture d'un film historique était à peu près de 1000. Nous sommes en 88, il n'y avait pas tous les réseaux parallèles, tous les nouveaux moyens techniques, etc. Et là, je me suis dit, c'est une bonne occasion de créer un nouveau support qui est la bande dessinée historique. Ça, c'est le concept.
Les circonstances. En fait, à l'époque, le club des 30, c'est-à-dire les 30 plus grandes fortunes économiques de Bretagne, réfléchissait sur l'avenir des entreprises, l'avenir de la région au sens économique du terme. Et pour ce faire, ils avaient créé un outil de prospective qui s'appelle Locarne, sous l'autorité d'un grand professeur d'université, Joseph Le Bihan. Et la conclusion de cet institut était la glocalisation. Alors c'est un mot étrange, ça veut dire que en fait la Bretagne va attaquer le monde et elle sera d'autant plus forte qu'elle saura enraciner localement. C'est-à-dire que parallèlement à l'ouverture du marché breton, je répète, la date c'est important, c'est 1989, eh bien il fallait enraciner les entreprises, ce qui posait la question de l'identification. Et moi, on m'a demandé de réfléchir là-dessus, c'est-à-dire comment peut-on définir une identité régionale au sens économique du terme. Et en fait, bien entendu, je suis arrivé à l'histoire. Et en fait, le patron des patrons bretons me dit, ben, c'est vraiment intéressant, tu as une expérience pour la Vendée, avec ta bande dessinée Vendée, ce qui serait bien, c'est de faire la même chose avec la Bretagne, puisque ni les mass médias, ni l'enseignement, que ce soit l'enseignement primaire, secondaire, universitaire, ni les structures administratives ou politiques parlent de l'histoire de la Bretagne. Et nous sommes, pour aller de l'avant, obligés d'enraciner les gens par la connaissance de l'histoire. Donc il faut créer un support idéal pour permettre aux employés des entreprises bretonnes eh bien, de prendre connaissance de leur histoire, de prendre connaissance de leur identité pour mieux défendre leur entreprise et se donner les moyens d'attaquer le marché universel. C'était incroyablement moderne comme concept. Et donc là, on m'a demandé de créer une bande dessinée historique sur l'histoire de la Bretagne. Alors au-delà de la problématique, au-delà du scénario, il fallait trouver un éditeur. Et donc, je me suis adressé au même éditeur, en l'occurrence Fleurus, qui avait publié la bande dessinée Vendée et Chouannerie. Celui qui avait accepté cette publication s'appelait l'abbé Berthier. L'abbé Berthier, malheureusement, était parti en retraite et le nouveau directeur n'était absolument pas intéressé par ce genre de produit pour trois raisons. La première, parce que l'histoire ne l'intéressait pas, tout simplement. Deuxièmement, on se méfiait du régionalisme. Et troisièmement, pour lui, il n'y avait pas de marché. En conséquence, on m'a demandé de créer ma propre maison d'édition. Cette maison d'édition avait comme mission de produire des bandes historiques, non pas pour le marché populaire, mais exclusivement pour les employés des entreprises bretonnes. Et il y avait ainsi un comité qui était composé d'une trentaine d'entreprises, Stalaven, les pâtés Enaf, Tribala, Citroën, des banques régionales, etc., qui s'engageaient à m'acheter X BD qu'ils distribuaient soit à leurs employés, soit comme cadeau. Donc j'avais un marché naturel
et je ne regardais pas à l'époque le marché de la librairie ou des CDI, etc. Mais lorsque la bande dessinée a commencé à être connue, ce sont les distributeurs qui m'ont contacté pour me demander de diffuser la bande dessinée auprès des libraires. Vous voyez, c'est très spécial comme aventure. Et donc, en fait, moi, c'est pas moi qui ai sollicité les libraires, ce sont les libraires, le réseau des libraires qui m'a sollicité. Et donc, je suis rentré dans le monde de l'édition par hasard et avec cet énorme avantage que, en fait, mon marché est un marché extrêmement facile. Puis j'ai fait cette dizaine de bandes dessinées sur l'histoire de la Bretagne, histoire qui a été publiée à la fin des années 1999, début 2000, dans le journal Ouest France, sur les 5 départements bretons pendant une année et demie. Alors là, après, il y a eu des problèmes dont on parlera tout à l'heure, sans aucun doute. Bien. Et donc, j'ai toujours été favorisé dans ma démarche parce que j'étais pas demandeur, mais j'étais celui qui était sollicité. Alors ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase, eh bien, cette maison d'édition qui marchait bien, eh bien, j'ai décidé de continuer de la faire travailler, et c'est pour ça que on est arrivé à une production de BD historique toujours nationale, voire internationale, en produisant notamment des thèmes précis, des événements comme Verdun, des biographies comme Charlemagne, Louis XIV, Henri IV, François Ier, Napoléon III, Napoléon Ier, Bonaparte, etc. Et puis de l'histoire de France, puisque à l'heure actuelle, je suis au neuvième volume paru, et cette année, je ferai paraître le 10e. Donc voilà mon aventure, et parallèlement, j'ai publié des livres que j'écrivais sur les entreprises parce que ça me passionnait, et j'ai écrit 2 livres sur des entreprises bretonnes, Intermarché, avec un énorme succès, et Le Gris Industrie, qui est une entreprise bretonne avec une histoire absolument incroyable. Puis j'ai publié quelques biographies, comme par exemple sur l'histoire du fils aîné de Louis XVI. Donc voilà cette aventure. Donc en fait, c'est une maison d'édition qui ne fait qu'éditer, comment dire, moi-même, quoi. Merci pour l'explication de la genèse de la maison d'édition. Alors justement, comment définissez-vous la ligne éditoriale de votre maison? Comment vous pourrez la présenter, votre maison d'édition, en 2 ou 3 mots? Je dois reconnaître que j'étais blessé quand on m'a demandé ma démission au sein de l'éducation nationale en tant que professeur de lycée pour des raisons politiques à la suite de la publication et du succès de mes 2 thèses sur la Vendée, et sous la pression des syndicats qui m'ont vraiment molesté, hein. Je dois reconnaître que avec 40 ans de distance, j'en frémis encore parce que c'était extrêmement dur, parce que sous la pression des syndicats, les professeurs faisaient en sorte de m'obliger à démissionner, et j'ai eu un véritable harcèlement moral et physique. Alors ça se traduisait de manière permanente par des crachats quand je rentre en cours, des insultes, des signes nazis, etc. Donc à un moment donné,
ben, on peut plus faire ce genre de boulot. D'où la gauchisation, d'ailleurs, de l'enseignement secondaire et pour moi, d'où l'effondrement, puisqu'il y a un discours unique. Puis, deuxièmement, j'espérais devenir professeur au sein de l'université pour deux raisons. Parce que être professeur au sein de l'université, c'est bien entendu enseigner, mais c'est aussi chercher. Et moi, j'aimais la recherche, et notamment la recherche dans le cadre d'un thème qui me passionne, c'est la résistance au totalitarisme. Mais pour être enseignant dans l'enseignement supérieur, il faut être élu. Et pour être élu, c'est pas une question d'intelligence, de connaissance, de culture, etc. Je parle des sciences molles. Malheureusement, c'est souvent une question de connivence politique, idéologique, syndicale, etc. Et en fait, j'ai postulé à une trentaine de postes et je n'ai jamais été retenu. Et là, je me suis dit, tiens, puisqu'ils ne veulent pas de moi, eh bien, je vais m'imposer comme le professeur d'histoire le plus lu. Et c'est pour ça que j'ai monté cette maison d'édition, d'où la ligne éditoriale. C'est-à-dire que moi, je suis un historien, un économiste et un juriste. Alors, je sais que certains nient mes diplômes, puisque j'ai même découvert que certains niaient le fait que je sois docteur en histoire, mais j'ai suivi des études longues dans toutes ces matières. Moi, j'ai une maîtrise de macroéconomie, j'ai un 2A de sciences politiques, donc de droit. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais faire de l'histoire, mais pas pour l'histoire proprement dit, mais de l'histoire pour présenter l'histoire sous l'angle global des événements. Le grand problème avec les historiens français, c'est que, et ça c'est une spécificité française, c'est qu'ils ne sont qu'historiens. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas les différents aspects de la création de l'histoire, c'est-à-dire la macroéconomie, la microéconomie, la science politique, etc., etc. Et moi, en raison de ma formation et de ma curiosité naturelle, j'ai cette approche globale. Et là, je me suis dit, je vais faire de l'histoire, quel que soit le thème abordé, puisque j'ai vu, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on avait dans cette maison d'édition trois approches différentes de l'histoire, c'est-à-dire la macro-histoire, comme l'histoire de Bretagne en 10 volumes, l'histoire de France en 14 volumes, mais il y avait aussi des biographies et des événements comme Verdun, etc. Donc à chaque fois, je présente l'histoire sous l'angle global. Et en fait, les bandes dessinées, je les présente comme des livres d'histoire. C'est-à-dire que le jeune à l'heure actuelle ou le moins jeune lit de moins en moins. Et en fait, il ne sait pas ce qu'est un livre. Et en fait, ma bande dessinée, je la présente comme un livre avec une pagination, avec un sommaire, une chronologie, puis après le développement de l'image sur 44 planches, avec une nuance pour les bandes dessinées religieuses. Je rajoute 10 pages pour présenter la vie du saint telle qu'on peut la voir de nos jours, ou la vie du saint que l'on peut prier pour présenter les prières. Je prends par exemple la bande dessinée sur Jeanne d'Arc. Les 10 dernières pages sont consacrées pour présenter les grands événements qui se déroulent encore autour de la vie de Jeanne d'Arc, dont Rémy, les prières, etc., etc. Donc ma ligne éditoriale, elle est très simple, c'est de la macro-histoire et de la micro-histoire événementielle et humaine. Alors,
maintenant, comment est-ce que je choisis les biographies ou les événements? De manière subjective, c'est-à-dire que j'ai deux éléments que je prends en compte. Le premier élément, c'est l'homme qui m'intéresse. Par exemple, la première bande dessinée, la première biographie que j'ai faite était sur Napoléon III. Pourquoi? Parce que je considère que Napoléon III était maltraité par l'histoire de France, par les historiens français. Et j'avais envie, à travers cette bande dessinée, de présenter de manière plus globale, plus objective, l'histoire de cet homme hors norme, puisque, je répète, il devient président de la République en 1848, empereur, et en fait, son règne va durer 18 ans. Et ce règne va transformer l'histoire de la France sous tous les angles. Et donc, j'avais envie de redorer l'image de Napoléon III. Puis après, c'est au hasard des circonstances. Par exemple, Verdun, le mémorial de Verdun m'a contacté pour faire une bande dessinée sur Verdun. Et la bande dessinée sur Verdun est une bande dessinée très particulière parce que, en tant qu'historien, euh, j'ai pas connu l'événement pour des raisons évidentes, mais j'avais envie de produire une BD qui exprime à la fois la violence de Verdun, mais aussi la souffrance individuelle et collective du poilu qui était sur le front. Et pour faire cela, j'ai fait un énorme travail de collectage au sein du mémorial qui est extrêmement riche en termes de documentation directe et indirecte, contemporaine et postérieure, mais aussi j'avais besoin de m'imbiber de l'espace. Et j'ai passé comme ça plusieurs nuits dans ce qui est devenu une forêt maintenant, hein, du champ de bataille de Verdun. J'ai passé des nuits dans les casemates qui sont encore intactes, hein, et pour bien comprendre cette atmosphère si particulière. Par exemple, pour la biographie de Louis XIV, pour comprendre ce roi, évidemment, j'ai lu beaucoup, mais je suis allé passer des journées là où il a vécu, et notamment à Versailles. Alors, la chance, évidemment, quand on est connu et que on veut faire ce genre de travail, il y a toujours quelqu'un qui travaille là-bas, en l'occurrence un conservateur, qui prend soin de vous, vous accompagne, etc. Ce qui donne une autre dimension à la bande dessinée. Par exemple, pour Charlemagne, je suis allé sur les traces encore visibles de Charlemagne. Aujourd'hui, je suis à Chasseneuil, par exemple, là où est né son fils Louis le Pieux. Donc, j'aime bien aller sur les lieux, etc. Alors, ma ligne éditoriale, elle va dans ce sens-là. C'est-à-dire que, pour tout ce qui est la macro-histoire, bon, bah, une fois que j'ai décidé, les choses se déroulent naturellement. Pour l'histoire de France, j'aurais pu faire que 5 volumes, mais j'avais envie de faire une espèce d'encyclopédie accessible au plus grand nombre. Donc, j'ai décidé d'en faire 14. Bon. Et pour les biographies ou les monographies, là, c'est un choix subjectif ou le fruit de la sollicitation. Merci beaucoup. Vous avez publié des livres qu'on peut qualifier de courageux ou à contre-courant. Est-ce que cette liberté de ton est difficile à maintenir? Et surtout, si vous avez rencontré des résistances, quelles sont ou quelles furent ces résistances? Alors, c'est une réelle question. Là, je viens de terminer aujourd'hui même un article qui va être publié dans une revue d'histoire pour le 40e anniversaire de la soutenance de ma thèse.
Moi, lorsque j'ai commencé à faire mes recherches sur la Vendée, je n'avais pas de préjugés, c'est-à-dire d'idées préconçues. C'est-à-dire que pour moi, à l'époque, comme bon nombre d'historiens, tous les historiens, la Vendée était avant tout et exclusivement une guerre civile. C'est pas moi qui suis à l'origine de cette idée de recherche. C'est Jean Meyer. Jean Meyer est un homme qui a une vie absolument incroyable, qui est un malgré nous, qui a été recruté par les armées allemandes et qui s'est retrouvé sur le front de l'Est. Donc il a souffert d'abord du nazisme. Il a réussi à aller se réfugier chez les soviétiques et est intégré comme capitaine de l'armée rouge dans les rangs de l'armée soviétique. Et là, il a découvert de l'intérieur la nature du régime soviétique. Il a réussi à partir et puis il s'est réfugié chez les Américains, les Anglais, puis il a terminé sergent-chef de l'armée française. C'est un esprit brillant. Il va passer l'agrégation en histoire. Il va être nommé à Nantes au lycée Clémenceau. Il va choisir un sujet de thèse vraiment original, la noblesse bretonne. Nous sommes en 1950. À l'époque, cette noblesse vit encore dans ses châteaux. Il n'y a pas l'impôt foncier, il n'y a pas l'IFI, donc il reste, ils se transmettent les châteaux et bien entendu les archives. Donc il va aller comme ça de château en château et un jour il va arriver dans un tout petit village sur la rive gauche de la Loire, entre Nantes et Ancenis, la Chapelle-Basse-Mer. Et là, il va découvrir, c'est l'anecdote, un document extraordinaire du duc Jean IV dans une propriété privée dont le propriétaire est un lettré, un avocat. Et ils vont sympathiser. Et puis, ils vont échanger. Et à un moment donné, Jean Meyer, qui est un Alsacien, il essaye de comprendre où il est. C'est-à-dire, la Chapelle-Basse-Mer est un village breton sur la frontière brito-française. C'est un village aussi ligérien, mais c'est aussi un village de la Vendée militaire. Bien, donc un village vendéen. Et là, il pose la question de l'identité à M. Sanson, maître Sanson. Et il se rend compte que l'avocat ne veut pas lui répondre. Donc, il se fait insistant. Est-ce que vous êtes breton? L'autre répond non. Est-ce que vous êtes vendéen? Non. Est-ce que vous êtes français? Il ne répond pas. Donc, il garde ça, comme on dit, derrière l'oreille, en se disant, tiens, c'est étrange qu'il y ait une espèce de no man's land identitaire dans ce vaste rectangle qu'il n'identifiait pas à l'époque. 30 ans plus tard, moi, je vais le voir, c'était mon professeur. Je l'ai choisi parce que c'est un homme à la fois intelligent et surtout exigeant. Moi, j'étais à l'université de Villejean où il y avait une addition de professeurs médiocres, très politisés, où je m'ennuyais à l'infini, ce qui fait que j'ai fait plusieurs universités parallèlement, parce que c'était des professeurs avant tout idéologiques et j'étais pas intéressé par cela. Et en parlant avec lui pour avoir un sujet de recherche, il s'est rendu compte que j'étais de ce village. Et il va me poser la question de mon identité. Sauf que moi, je me sens en confiance avec lui, je le connais, je connais son histoire. Et je lui dis, ben voilà, c'est très complexe parce que en fait, on a deux identités qui sont fondamentalement, évidemment, similaires, mais historiquement extrêmement différentes. C'est-à-dire que j'ai une identité bretonne, et puis comme je vis dans une famille lettrée, eh bien, j'ai appris l'histoire de Bretagne, mais aussi je suis vendéen. Et là, il me raconte son histoire, parce que pour lui, c'est resté une énigme. Et là, je vais lui expliquer que l'autre avocat ne voulait pas lui répondre parce qu'en fait, il ne savait pas qui il était. Il était prudent, méfiant. Nous sommes après la guerre, hein, où on a exécuté les gens en Bretagne parce qu'ils se disaient bretons. Bien, je rappelle le contexte.
Et Jean Meyer m'a proposé de faire un travail sur la Vendée. Et là, j'ai refusé. J'ai refusé pour deux raisons. La première, parce que je ne voyais pas l'intérêt, pour moi c'était une guerre civile. Et deuxièmement, comme moi je suis issu aussi de la Vendée, quelles que soient mes familles, celle de mon père ou de ma mère, et à chaque fois on me racontait que mes ancêtres avaient été massacrés là, etc. etc. Donc j'en avais un peu marre. Et Jean Meyer, il m'a expliqué ça après, il s'est dit, tiens, cet étudiant est polyvalent, il est astucieux, il faut vraiment que je réussisse à travailler sur ce sujet qui était en fait interdit à l'université et on expliquait cela en disant officiellement qu'il n'y avait pas de matière première et que ce n'était pas un sujet réel. Et quand il a insisté et quand il a vu que obstinément je refusais, il s'est dit tiens, je vais l'aborder, le persuader sous un autre angle, c'est-à-dire est-ce que oui ou non, le discours officiel véhiculé par l'université est vrai, c'est-à-dire que la Vendée, on ne peut pas la travailler parce qu'il n'y a pas de matière première, de documents de première main, de sources, ou et c'est pas un sujet. Et là, ça m'intéressait parce que le sujet n'était pas un sujet d'histoire proprement dit, mais de méthodologie. Et donc là, je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant parce que c'est un travail d'une autre nature. Je n'ai pas à relater les événements de la Vendée, etc. J'ai à répondre à une question extrêmement précise. Est-ce que oui ou non, on peut travailler sur la Vendée? Et là, j'ai accepté et en même temps, s'est posé pour moi la question de la méthodologie. C'est-à-dire que moi, modeste étudiant, me faire travailler sur un sujet qui n'est pas un sujet, donc où il n'y a pas de méthode proprement dit, tout était à créer. Sauf que l'espace de la Vendée militaire est un énorme espace, 10 000 km², 770 communes, et moi je ne peux pas travailler sur cet espace immense. Et là, Jean Meyer a une idée absolument incroyable en me disant, mais écoute, puisque tu es natif de ce village, on va faire un carottage et là, tu vas étudier en profondeur l'histoire de cette communauté sous la Révolution. Et là, pour moi, c'est hyper facile. Et en plus, comme ma grand-mère avait une propriété là-bas, ça me donnait des avantages matériels infinis. C'est-à-dire que je n'avais pas besoin de me loger, de me nourrir, etc. Et puis, deuxièmement, comme tout le monde connaissait ma famille, qui est une vieille famille locale, mon grand-père avait mis au monde l'essentiel des habitants qui vivaient à l'époque, eh bien tout le monde me connaissait. Et donc là, j'ai accepté et là, je vais travailler sur la matière première, c'est-à-dire la documentation. Et là, je vais avoir la démarche tout à fait naturelle pour un historien, c'est-à-dire d'un côté travailler la documentation publique, c'est-à-dire celle qui est à la mairie, celle qui est au département, celle qui est au niveau des structures de l'État, comment dire, les archives nationales, les archives parce que c'est important, des affaires étrangères. Puis les archives privées, alors là, il y a encore une cure à la Chapelle-Basse-Mer avec toute la documentation, c'est-à-dire il y a le religieux, la cure, le diocèse, et puis bien entendu, comme l'école avait été gérée par des ordres enseignants, eh bien à Rome, où était le siège social de cet ordre enseignant. Puis le Vatican, qui était une source aussi intéressante. Et puis, bien entendu, les archives privées. Alors, lorsqu'on est natif d'un pays et qu'on arrive chez un propriétaire d'archives, je ne suis pas dans la peau de Jean Meyer. C'est-à-dire, Jean Meyer est un étranger, donc quand il arrive chez un particulier, on va se méfier de lui et on va lui demander ce qu'il cherche et on va lui donner le document que l'on croit qu'il cherche. Tandis que moi, quand je vais
voir quelqu'un, on ne me demande pas ce que je cherche, on me dit simplement les archives sont dans l'armoire et ouvre l'armoire et tu restes le temps qu'il faut. Je prends un exemple, le maire qui s'appelait Chambondu, qui est un entrepreneur à Chapelle-Basse-Mer, quand je le vois en disant tiens, je voudrais consulter les archives de la mairie, lui, il ne se pose pas la question s'il me donne l'autorisation ou pas, elle est automatique, bien sûr, Rénal. Bon, je te donne les clés de la mairie, les archives sont dans le grenier, la seule chose à laquelle il me demandait de faire attention, c'est d'éteindre les feux, comme il disait, pour pas consommer de l'électricité de la mairie. On est en 80, je répète. Bon. Et là, quand j'arrive à la mairie, moi je peux travailler jour et nuit à la mairie puisque j'ai la clé. Et à la mairie, il y a un classement assez curieux des archives, c'est-à-dire que depuis 200 ans, régulièrement, l'éboueur passait de bureau en bureau. À l'époque, il y avait 2 bureaux à la mairie, et puis il demandait au secrétaire de jeter dans la brouette du cantonnier les archives, il les montait à dos d'homme et lui montait l'échelle de meunier, se mettait sur le dos et son assistant balançait les archives à coups de pelle et lui les poussait comme ça dans le grenier. C'est-à-dire qu'on avait un classement chronologique incroyable et extrêmement respectueux, sauf que le classement n'était pas vertical mais horizontal. C'est-à-dire que moi, je me suis mis à plein ventre et j'ai tiré les archives les unes après les autres. Et là, j'ai trouvé des trésors absolument incroyables. Alors, ça donne quoi? Ça donne que grâce à ce carottage, on reconstitue l'histoire d'une petite communauté de 3500 habitants avant, pendant et après la Révolution. Et à partir de là, on peut reconstituer le puzzle de cette histoire. Et là, ça donne 2 choses. Ça donne il y a un problème de légalité et un problème de légitimité, c'est-à-dire comment la population vit l'État, comment la population réagit par rapport à l'État, comment l'État réagit par rapport à la population. Et là, je vais découvrir 2 documents qui vont soulever la question de la nature de la guerre civile. J'adopte une méthode statistique dite de l'école de Chicago pour évaluer la population sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire avant 1789, et la population sous le Nouveau Régime, c'est-à-dire l'Empire, Premier Empire. Et là, je constate qu'on a un déficit de plus de 900 habitants sur une population de 3250 habitants. Donc, c'est colossal. Deuxièmement, le hasard va faire que je vais découvrir un document inimaginable, la liste de l'habitat détruit à la Chapelle-Basse-Mer pendant ces événements. C'est-à-dire que à la Chapelle-Basse-Mer, grâce au cadastre fait en 1808, grâce à ces listes, je découvre qu'il y a 364 maisons sur 990 maisons qui ont été brûlées. Et en même temps, la tradition populaire me dit que ce sont principalement les bourgs, les centres de richesse, de marché qui ont été détruits. Et moi, je peux évaluer la valeur des maisons parce que je descends du notaire qui était là sous la Révolution française. Donc, je vais établir maison par maison l'évaluation à la fois des maisons, mais aussi du capital existant et du capital détruit. J'arrive à 51%. Donc, on n'est plus du tout dans le cadre d'une guerre civile. On est dans autre chose. C'est-à-dire que vous avez, à un moment donné, des colonnes mobiles qui ont été lancées par l'armée française, qui vont exterminer massivement la population. Et je vais retrouver les listes de 650 personnes sur 900, majoritairement des femmes, des enfants et des vieillards, avec la destruction de l'habitat. Alors se pose la question, qui a fait cela? Pourquoi? Comment? Quelle est la chaîne de commandement, etc. Et là, évidemment, je découvre toute la chaîne de commandement, c'est-à-dire on parle de la loi, puis de la transmission au ministre de la guerre, au comité de salut public. À l'époque,
l'université disait que le comité de salut public était l'arme de la Convention. Moi, je vais démontrer que c'est l'inverse. C'est la Convention qui est l'arme du comité de salut public. Puis après, la chaîne de commandement jusqu'à l'ordre transmis aux soldats de base. Donc là, je découvre que à la fin de l'histoire de la chapelle basse-mer, qu'on n'est plus du tout dans le cadre d'une guerre civile et qu'on est dans le cadre d'un système d'extermination que j'appelle génocide puisque je suis juriste. Et je vais utiliser la méthodologie retenue pour la chapelle basse-mer que je vais répandre sur l'ensemble des villages de la Vendée militaire et ça donne cette thèse. Alors, je n'ai pas répondu à votre question. Et là, je vais y répondre très précisément. Nous sommes en 85. François Mitterrand, président de la République française, a décidé de commémorer sur 10 ans la Révolution française de 1989 à 1999. Ça doit être un événement planétaire avec une vision de la Révolution française idyllique, institutionnalisée, en fait la vision de Michelet qui a été reproduite à l'envi par un certain nombre d'historiens marxistes, puisque ce sont les marxistes qui gèrent cette période de l'histoire. Je rappelle toujours que pour être titulaire de la chaire de la Révolution française, il faut être membre du Parti communiste. C'est tout de même important de le dire. Bien. Et donc, en l'occurrence, à l'époque, c'était Vauvel. Et donc, là, je fais ma thèse qui doit être soutenue, je ne sais plus le jour exact, mais à l'époque, il faut savoir qu'il n'y a pas d'ordinateur, que tout était saisi à la machine. Et c'est là, en fait, où les problèmes vont commencer. Moi, je n'ai pas eu de soucis pendant ma recherche. Au contraire, les archivistes ont été incroyablement accueillants parce qu'ils étaient contents qu'enfin un étudiant s'intéresse à cette période qui leur apparaissait essentielle pour comprendre la Vendée actuelle. Et donc, vraiment, ma recherche a été facilitée par l'accueil des archivistes, par l'accueil des habitants, des propriétaires, etc. Et donc, quelques jours avant ma soutenance, quand je rentre chez moi dans mon appartement, je m'aperçois que mon appartement a été cambriolé et que les 2 thèses dont je dispose ont été volées. C'est important de dire que c'est quelques jours avant la soutenance parce que, bien entendu, pour pouvoir soutenir devant le jury, il faut que chaque membre du jury ait lu la thèse. Donc, je l'avais expédiée avant. Mais moi, je me retrouvais sans thèse. Et donc là, évidemment, comme je me retrouve sans thèse, je sollicite le président du jury qui est Pierre Chenu pour qu'il me fasse faire par l'université une photocopie pour me l'envoyer pour que je puisse soutenir sur pièce ma thèse. Et quand j'ai Chenu au téléphone, il est un peu surpris par ce qui arrive, me demande de déposer plainte, ce que j'ai fait, et lui-même me dit, mais il m'explique la réalité du problème, c'est-à-dire que le gouvernement socialiste a décidé de faire la fête pour le bicentenaire sur 10 ans et que moi, évidemment, je vais sans doute remettre en question cette commémoration. Et donc, c'est dangereux. Honnêtement, je ne comprends pas trop ce qu'il me dit. Vous savez, j'ai 30 ans, bon, je ne comprends pas trop. Bien. Jean Meyer, qui est mon rapporteur, me téléphone et me dit la même chose. Mais je soutiens le fait que je vais soutenir ma thèse, quoi qu'il se passe. Le lendemain, le lundi, tôt, je reçois un appel téléphonique d'un soi-disant représentant du rectorat. À l'époque, j'étais, en étant docteur, maître auxiliaire, 2e catégorie, dernier échelon, rien.
à la base. Et il me donne rendez-vous dans un café à Rennes qui s'appelle le Piccadilly. Et en fait, je suis encore étudiant, donc je ne me pose pas trop de questions sur le pourquoi. Je pensais réellement que c'était pour mon avenir au sein de l'éducation nationale pour une évolution de poste. Et je me retrouve au café, le Piccadilly, et là, le monsieur très direct me dit, ben voilà, le gouvernement, à l'époque, le ministre était Savary, veut commémorer votre thèse, on l'a lu, donc je savais que c'est eux qui avaient cambriolé mon appartement, et je sais d'ailleurs quel est le professeur qui est à l'origine de cela. Maintenant, je le sais. Et donc, il vit toujours. Et donc il me dit, ben voilà, nous vous proposerons un marché, vous ne soutenez pas, vous détruisez votre document, on n'en parle plus, et on vous offre 50 millions de centimes et un poste à l'université. Et là, il me fait voir une mallette où il y a effectivement l'argent, des billets de 500 francs. Je suis estomaqué, je crois une blague, en me disant où est la caméra, quoi. Et là, j'éclate de rire et je lui dis non. Non, je ne comprends pas trop. Ça. Et là, il me dit, bah, écoutez, très bien, monsieur, vous refusez, sachez que, mais j'ai publié tout ça il y a 15 ans, on vous emmerdera, vous serez emmerdé toute votre vie. Ça n'a pas été vrai dans un premier temps. Pendant un an, je n'ai pas eu de problème. J'ai soutenu ma thèse tranquillement. Et puis, je suis retourné au lycée, pas de problème. Mes ennuis ont commencé lorsque Pivot m'a invité dans sa fameuse émission Apostrophe. Moi, à l'époque, j'ai pas suivi les événements parce que j'étais en train de restaurer un bâtiment familial, j'avais pas le téléphone et j'avais pas de courrier. Et je ne savais pas que Pivot m'avait retenu pour une émission qui avait lieu le 11 juillet 86 pour la parution de mes 2 livres. Et c'est tout à fait par hasard que j'ai appris ça parce qu'ils ont réussi à trouver l'endroit où j'étais et à solliciter le cabaretier qui est venu me voir en disant que j'étais invité à l'émission de Pivot. Donc j'y suis allé et en face de moi, je me suis retrouvé avec 4 auteurs d'une incroyable violence. Je conseille de regarder cette émission. Entre autres, il y a le directeur du Nouvel Obs, Jean Daniel, Martinet, le fondateur du PSU. Ils avaient trouvé un professeur communiste américain et Vinocq, un historien que l'on connaît. L'émission est d'une violence inouïe. Sauf que moi, je ne comprends pas cette violence. C'est-à-dire que je suis jeune, je suis beau, c'est important, je suis poli, je suis éduqué. Et en fait, je ne m'insurge pas, je reste poli, je reste aimable, etc. Et quand les feux de l'émission s'éteignent, j'entends Jean Daniel qui dit à ses comparses, on a été mauvais, on vient de le lancer. Et ils avaient été effectivement très mauvais. Dès le lendemain, mes 2 thèses sont devenues des best-sellers et toute la presse en parlait, etc., etc. C'est là où mes ennuis ont réellement commencé. Quand je suis rentré à l'école où j'enseignais, immédiatement les professeurs se sont mis à m'insulter. C'était étrange quand je passais après auprès d'eux, me faisaient le salut nazi. Ça, c'est très dur. Et me crachaient dessus. Bon, ça a été épouvantable. J'ai tenu 15 jours. Au bout de 15 jours, je suis allé voir le directeur en lui expliquant. Et là, le directeur était un homme très aimable qui était d'accord avec ma recherche, mais qui en même temps voyait que son école Sainte-Geneviève à Rennes était en proie à un trouble
où j'étais l'élément perturbateur. Donc, il m'a donné une année de congé sabbatique en espérant que durant cette année, les choses se calment. Puis après, c'est le succès populaire. Vous êtes invité ici et là, dans les salons. Là, c'est extrêmement violent. C'est-à-dire que quand j'arrive, on me crache dessus, on me cogne. J'ai reçu un nombre incroyable de gifles. Une fois, la gifle a été tellement forte que mes lunettes ont été brisées. Et c'est très, très dur. Et je fais que de l'histoire. Hein. Bon. Et puis, en fait, depuis, ça a toujours été le cas. Euh, Quand l'homme en question m'avait dit qu'on m'emmerderait toute ma vie, je prends des exemples. J'ai l'exemple, par exemple, du salon de la bande dessinée de Blois, où le directeur du salon m'a envoyé un courrier me disant qu'il ne fallait plus que je revienne parce qu'on ne partageait pas les mêmes valeurs. D'autres exemples, tout à fait, les derniers en date. Hein. J'ai fait une conférence à Orléans, à la médiathèque. Là, je me suis retrouvé devant une manifestation LGBT, socialiste, communiste, etc., pour dénoncer ma venue. Une fois, j'ai fait une conférence à côté de Laval, il y a 2 ans, et là, j'ai découvert qu'il y avait toute une campagne d'affichage avec ma tête où on me menaçait de décapitation ou de 5 balles dans le corps. C'est très violent. D'autres exemples en date, un directeur d'école, Christian Espesso, m'invite par exemple à l'Immaculée Conception à Pau, et il va recevoir une lettre du rectorat de Bordeaux, dont dépend le lycée, en dénonçant le fait qu'il ait reçu un révisionniste. Et il a été sanctionné lourdement. On a pris d'autres prétextes pour le chasser de la direction de l'école. Ça s'est passé l'année dernière. Il a fait un procès qu'il a gagné. Il a été réintégré. C'est pour vous dire la violence. Et à l'heure actuelle, je ne peux plus faire de salon parce que c'est extrêmement difficile psychologiquement et physiquement. Il y a 1 an et demi, par exemple, je marchais à Rennes. Il y a un homme qui m'a heurté violemment de l'épaule et en me disant je te reconnais, la prochaine fois que je te vois, je te bute. C'est très dur, c'est très violent. Bien. Donc, des histoires comme ça, je peux vous en citer des centaines. Alors, je ne parle pas des écrits des journalistes extrêmement violents. Je me souviens, par exemple, à la suite de la parution dans Ouest France, pendant 1 année et demie, de la bande dessinée sur l'histoire de Bretagne, j'ai fait la une de Libé, du Monde, etc., qui dénonçait le fait qu'un négationniste révisionniste était publié par Ouest France. Et on m'a fait dire n'importe quoi. Et ça a été tellement violent, bien entendu, on n'a pas le droit de répondre. Bien, ça a été sans doute la pire des expériences parce que ça s'est traduit par une violence vis-à-vis de mes enfants. J'ai les souvenirs, par exemple, d'un journaliste du Nouvel Obs, enfin qui se présentait de la part du Nouvel Obs, qui a appelé chez moi, qui est tombé sur mon fils de 8 ans pour lui demander si j'avais un portrait d'Hitler chez moi. Bien, cet enfant était tabassé par ses copains parce que les parents disaient que j'étais le fils d'un nazi. Et donc, j'ai dû le déscolariser. Bien. Donc, c'est extrêmement violent. C'est-à-dire qu'on veut vous tuer socialement. Bien. Et bien entendu, j'ai dû démissionner de l'éducation nationale. Bien entendu, je n'ai jamais été élu comme professeur. Et la maltraitance journalistique et du monde universitaire est toujours réelle, puisque, par exemple, Charlie Hebdo a fait un article contre moi il y a 1 mois environ. Là, il y a eu un autre article qui a été fait qui est incroyablement violent, mais je ne peux pas y répondre parce que je ne peux pas accéder
aux médias mainstream. C'est absolument impossible. Et tout est dit contre moi. J'ai découvert des choses absolument incroyables, comme quoi une, une aventure incroyable. Un journaliste, je ne citerai pas le journal parce que ça pourrait être classé comme diffamation, mais un journaliste un jour qui me dit ah, on sait qui vous êtes, vous avez appartenu à la SS. Vous imaginez ma stupeur. Je l'ai laissé dire, puis à la fin, je lui ai dit mais regardez simplement ma date de naissance. Bien. D'autres journalistes qui m'ont animalisé. J'ai un journaliste, par exemple, qui a expliqué que ma mère m'avait mis bas. M'avait mis bas. C'est-à-dire qu'ils avaient assimilé ma mère à une chienne. Alors tout ça, bien entendu, j'ai gardé les écrits, j'ai publié un micro-livre là-dessus. Là, je suis en train de préparer un gros livre pour expliquer tout ce qu'on m'a fait. Alors bien entendu, plus personne ne veut vous embaucher, avec une petite nuance. Quand j'ai dû démissionner de l'Éducation nationale, j'ai été invité à venir le voir par Olivier Guichard, président du Conseil régional des Pays de Loire, qui m'a dit, écoutez, je sais que vous êtes un homme sérieux, j'ai lu votre livre, je suis d'accord avec vous. Je sais que vous êtes à la rue, que vous ne trouverez pas de boulot. Je vais vous faire recruter au sein d'un conseil régional. Je suis devenu directeur de communication du conseil régional de Poitiers sous la présidence du docteur Louis Frouchard. Et là, bon, enfin, j'ai pu rembourser des dettes que j'avais faites auprès des banques pour payer ma thèse. Puis après, ben, j'ai plus jamais retrouvé de boulot parce que même comment dire, les amis, entre guillemets, ne prennent pas le risque de vous recruter parce que ça peut semer le trouble et ils peuvent être conspués par la presse, etc. Donc c'est pour ça qu'après, j'ai créé mes propres emplois et je suis devenu totalement indépendant. C'est extrêmement violent. C'est violent parce que même dans la vie quotidienne, c'est difficile et même au sein de vos amis, il y a toujours un doute parce que en fait, c'est ça la finalité. Et même lorsque vous êtes réhabilité, ben, ça sert à rien. J'ai eu par exemple un juriste spécialiste des crimes de génocide, des crimes de guerre, etc., qui a écrit des livres extraordinaires, Jacques Villemin, qui est un haut fonctionnaire, qui a bien expliqué que j'avais raison, que c'était un génocide. Mais en fait, tout ça ne sert à rien et on retrouve toujours les mêmes critiques. Les lois n'ont pas existé, j'ai tout inventé, etc. Ce que dit en Très bien. permanence le professeur dont je Mais, vous parlais tout à l'heure. merci beaucoup. On va revenir sur le sujet de la maison d'édition, si vous voulez bien. Quel est le livre ou la bande dessinée qui incarne particulièrement l'esprit de votre maison d'édition? Oh, il n'y a pas de bande dessinée spécifique. Tiens, une des conséquences, par exemple, dont je parlais, quand il y a eu cette fameuse campagne contre moi, j'étais déférencé de la distribution et les libraires ne voulaient plus me vendre. C'est très difficile. Même dans ma vie personnelle, je suis touché. Alors, pour répondre à votre question, non, toutes les BD, en fait, ont la même spécificité. Moi, j'essaye de faire de l'histoire objective. Je suis pas wokiste, moi, hein. Donc je fais de la chronologie, de l'événementiel, de la cartographie et de l'humain, quoi. Le rapport au public est central pour un éditeur. Qui sont vos lecteurs? Et est-ce qu'au fil des années, vous avez senti une évolution des attentes de vos lecteurs? Et est-ce que vous avez également senti un changement de profil? C'est une bonne question puisque j'ai un recul maintenant de 40 ans en la matière. Le public, il y a 40 ans, n'est pas le même que celui d'aujourd'hui. Il y a 40 ans, la jeunesse demandait à acheter à leurs parents ou leurs grands-parents d'acheter les bandes dessinées parce que c'est un support facile, accessible, intéressant. Il faut dire que le niveau au sein de l'enseignement en 90
était beaucoup plus élevé que de nos jours. À l'heure actuelle, on n'est plus du tout dans cette situation. Ce sont souvent les grands-parents qui vont acheter pour leurs petits-enfants. Mon public est maintenant, ça paraît curieux, hein, ce sont principalement les grands-parents qui achètent pour essayer de donner un outil qui puisse intéresser leurs petits-enfants. Parce qu'en fait, la jeunesse ne lit plus, et grosso modo, hein, et la jeunesse ne s'intéresse plus. Vous savez, l'écran a vraiment tout cassé, hein. C'est-à-dire que, en fait, même le concept d'histoire n'est plus appréhendé par un jeune, d'autant plus que l'histoire, elle est travaillée maintenant sous l'angle thématique et non plus par rapport aux 4 piliers qui étaient la chronologie, l'homme, l'événement et la cartographie. Et les conséquences sont celles que tout le monde subit, quelles que soient les matières d'ailleurs, hein. C'est aussi vrai pour le français, pour la géographie, pour les maths, etc. C'est-à-dire que le wokisme a vraiment décérébré la jeunesse. Très bien, merci. Alors justement, vous avez parlé tout à l'heure des images, des écrans. On est dans un monde qui est saturé d'informations. L'édition de livres et de bandes dessinées reste pour moi un acte fort. Alors justement, comment en tant qu'éditeur, on résiste à l'ère du temps, au zapping culturel et à cette culture de l'immédiat? Moi, je peux parler que de moi, hein. Je vois bien les chiffres des maisons d'édition qui perdent des marchés énormes, hein. Quand je vois les chiffres de Bayard, etc., c'est impressionnant. Bien. J'ai des amis éditeurs qui m'expliquent qu'ils s'arrachent les cheveux pour essayer de trouver un livre qui va maintenir à flot leur maison d'édition. D'où d'ailleurs, à l'heure actuelle, les achats, les transferts de propriété au sein des maisons d'édition. Bien. Moi, je n'appréhende pas les choses sous cet angle-là. D'abord, moi, je veux me faire plaisir. C'est-à-dire que j'ai envie de dire quelque chose. Moi, je ne vis pas de ma maison d'édition. Je n'ai jamais touché un centime de ma maison d'édition. Quand j'ai un résultat, je le réinvestis immédiatement. Parce qu'une BD, ça coûte très cher à réaliser. Bien. Et donc, moi, mon problème, c'est de faire en sorte que ma production soit lue, mais hors circuit, parce que justement, comme j'ai perdu, pour les raisons que je viens de vous expliquer, les circuits naturels de diffusion, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas de diffuseur pour les librairies, je n'ai pas jamais réussi à trouver le diffuseur. J'ai un diffuseur pour les librairies religieuses qui est AVM, mais je n'accède pas à la grande distribution ou au grand marché des libraires. Donc moi, j'ai appris à vivre à la fois dans la pauvreté et aussi dans, comment dire, dans la créativité. Bon. Et pour maintenir ma maison d'édition ou pour la faire reconnaître, il a fallu que je fasse œuvre d'imagination. Je prends un exemple. Par exemple, j'étais vendu dans les stations d'essence, bien, notamment chez Total. Jusqu'au jour après la fameuse campagne dont je vous ai parlé tout à l'heure, le directeur d'Argédis, qui était chargé de la commercialisation, m'a dit on arrête la distribution au sein des agences, au sein des stations, parce qu'on prend un risque, parce qu'on est insulté, parce qu'on vous vend, etc. Donc, il fallait faire preuve d'imagination. Et moi, j'ai à l'heure actuelle 5 grands marchés naturels, hein, qui fait que la maison d'édition marche bien, se vend bien. Ah, le travail éditorial est un acte de transmission. Est-ce que vous vous voyez plutôt comme un passeur de mémoire, un passeur d'idées, un créateur de récits oubliés? Alors moi, j'aime bien Solzhenitsyn.
il y en a, on pourrait citer d'autres auteurs, une expression qui est souvent reprise par Philippe de Villiers, avec laquelle je suis d'accord. Moi, je vois beaucoup plus comme une petite luciole dans la nuit. C'est-à-dire que le monde contemporain est un monde, pour des raisons idéologiques, politiques, de confiscation de pouvoir par une intelligentsia profondément marquée idéologiquement et wokiste. Moi, institutionnellement, je n'ai pas d'avenir aujourd'hui. Bien. Et en même temps, il faut maintenir la petite luciole. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est alimenter cette petite luciole dans la nuit, dans cette solitude. C'est-à-dire que, eh bien, vendre une BD, c'est potentiellement être lu par 11 personnes. Si je vends 1000 BD, c'est 11 000. Bien. Et je vais prendre un exemple de l'impact que ça peut avoir. Par exemple, avec le film Vaincre ou mourir, qui a été réalisé par le Puy du Fou. Moi, je suis souvent allé aux projections et j'ai souvent posé la même question, pourquoi venez-vous là? Je dis parce que, monsieur, on connaissait votre bande dessinée et grâce à cette bande dessinée, on a appris à savoir qu'était Charrette. Et quand on a vu que vous étiez attaqué dans la presse par rapport à Charrette, eh bien nous, on vient parce que c'est à la fois une manifestation militante, mais aussi de transmission de l'histoire. Donc, moi, ce que je fais, je suis la luciole dans la nuit pour faire acte de mémoire, donc pour lutter contre ce que j'appelle le mémoricide, hein, et en même temps pour donner les matériaux pour les générations futures. Et ça, c'est très important. Parce que dans le cadre de mon étude sur le livre et sur la bande dessinée, j'ai découvert quelque chose d'absolument incroyable. C'est que le livre, on le transmet pas ou peu. Parce que le livre est volumineux. Ça prend de l'espace. Et puis, un livre vieillit. Une bande dessinée, elle est transmise. Et elle est transmise de génération en génération. Moi, les bandes dessinées sur la Vendée, la chevalerie que j'ai fait, je suis rendu à la troisième génération. Troisième génération. Celui qui l'a acheté, celui qui l'a transmis et celui qui l'a de nos jours. Donc, c'est un travail de fond sur le long terme. Vous voyez? Donc, je ne suis pas, moi, pour des raisons personnelles que je viens de vous expliquer, ce n'est pas un gagne-pain pour moi. Hein. C'est c'est une mission. Bien. Une mission qui exprime ma volonté de lutter contre le wokisme qui, je le répète, est le fruit de la Révolution française. Tout le monde parle du wokisme, bon, mais c'est le fruit du nihilisme. Le nihilisme, c'est le fruit de la Révolution française. Bon, donc on est dans cette évolution, mais il y a toujours une balance. Vous voyez, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Bon, qui aurait dit que le wokisme serait dénoncé au plus haut niveau de l'État, et non seulement dénoncé, mais pourchassé, sanctionné. Bien, du temps de Biden, c'est lui qui était mis en avant. Donc, vous savez, c'est le mouvement de balancier. Bon, aujourd'hui, on est seul, isolé. Oui, tout ça, c'est vrai. Mais il y a aussi demain. Très bien, très intéressant. Alors, la bande dessinée, comme vous l'avez dit, ça permet une autre forme de narration. Et ce qui est intéressant dans la bande dessinée, c'est quand elle mêle rigueur historique et puissance visuelle. Comment parvenez-vous à concilier exigence documentaire et surtout accessibilité au grand public dans ce format? Alors, l'exigence documentaire, elle est double, puisqu'on est dans le domaine de la bande dessinée. Il y a l'élément narratif
Alors moi, je construis les BD comme un livre, par chapitre. Et puis, les chapitres doivent s'enchaîner les uns après les autres. Mais il y a l'élément aussi de l'image, où il y a un double problème. Il y a la reproduction des éléments que l'on raconte, mais aussi la couleur. Parce que les deux sont importants. Je prends un exemple par rapport à la première bande dessinée sur Napoléon III. Dessinateur extraordinaire, talentueux. Je cherche un coloriste et ce coloriste va me faire des couleurs modernes, actuelles, contemporaines, d'une tristesse absolument incroyable qu'on fait pour les bandes dessinées, mais en plus qui ne correspond pas aux couleurs du Second Empire. Et lorsque, évidemment, je découvre ça, je suis un peu surpris. Et nous sommes en 91, 92. Il n'y a pas l'accès à la documentation comme de nos jours. Et je lui demande pourquoi elle a fait ce genre de couleur. Et elle m'explique que, en fait, elle n'a pas d'outils. Et là, je vais le chercher, je vais trouver des livres extraordinaires sur les costumes du Second Empire, en l'occurrence publiés par Monsieur Malvaux, qui est un spécialiste à Nantes. Et on va refaire la BD au niveau couleur. À l'époque, on était dans le coloriage. Hein. De nos jours, on passe à la colorisation, parce que les techniques ont beaucoup évolué en 40 ans. Pour la bande dessinée, j'entends, hein, beaucoup évolué. Donc là, c'est une énorme recherche, tant au niveau du narratif qu'au niveau du dessinateur, mais au-delà du trait, de la colorisation. D'accord, très bien, merci beaucoup. Mais d'une manière plus générale, est-ce que vous pensez que la bande dessinée aujourd'hui est le moyen le plus, le plus efficace pour toucher les jeunes générations? Et également, est-ce que c'est le moyen le plus efficace pour renouveler notre regard sur le passé? Il faut pas le nier, l'effondrement de la lecture, il est là. Hein. Pour deux raisons. La première, par manque de temps. L'autre jour, je lisais un article sur le nombre d'heures en moyenne que passait un jeune sur l'écran. Or, l'écran, c'est la télévision, c'est l'ordinateur, c'est le téléphone. Bien. C'est invraisemblable. Si on passe un temps conséquent sur l'écran, ça veut dire qu'on manque de temps pour faire autre chose. Bien. Et parmi ces autres choses, il y a la lecture. Donc, il y reste très peu de temps pour lire. Mais en plus, les jeunes générations ne savent plus lire. Elles ne savent plus lire parce qu'on ne leur apprend pas à lire. Pour pouvoir lire, il faut d'abord savoir écrire. Et sans connaissance de l'écriture, on ne peut pas lire. Quand j'étais prof dans le supérieur privé, puisque j'ai expliqué tout à l'heure que je n'ai pas pu enseigner dans le public, j'étais catastrophé de voir le nombre de fautes que pouvait faire un étudiant en troisième, quatrième, cinquième année après le bac, puisque c'était les années où j'enseignais. Mais en fait, ils ne maîtrisent plus. Quand vous voyez des députés qui sont incapables de lire leurs feuilles, quand vous voyez leur inculture, j'ai l'exemple d'un député, je ne vais pas le citer, qui ne sait même pas qui était Pétain. Bien, il est député de la France. Bien. C'est pour vous dire, donc vous avez ce double problème, le problème de l'inculture et le problème de la technique, tout simplement. Bon. Alors la BD peut combler cela. Et c'est pour ça que
les bandes dessinées que je fais tiennent compte de cela. Alors j'explique. La bande dessinée, c'est un support, c'est un livre. Mais moi, je suis de ceux qui disent il faut donner la bande dessinée le plus tôt possible à un enfant. C'est la Madeleine de Proust. Et c'est pour ça que mes bandes dessinées sont à la fois collées et filées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arracher les feuillets. Ou si on les arrache, il faut vraiment y mettre de la volonté. Vous voyez jusqu'où je suis allé dans le raisonnement. Et j'ai constaté, parce que j'ai fait l'expérience, qu'une bande dessinée, il faut la laisser traîner dans une famille. Et elle sera lue à un moment donné. Bien. Ce qui, alors qu'un livre, non. Un livre, si vous laissez un livre, il ne sera pas lu. Il sera vite poussiéreux. Une bande dessinée, non. Elle circule. Bien. Parce que le soir, on a un quart d'heure, une demi-heure, etc. Bien. Et même, je vais parfois plus loin, je dis, laissez-les dans les toilettes. C'est le meilleur endroit. Ça fait rire quand je dis ça. Et c'est vrai. Bien. Parce que j'ai poussé jusqu'au bout l'étude des conditions de lecture de la bande dessinée. Donc, le seul outil à l'heure actuelle accessible au plus grand nombre est vraiment la bande dessinée. Alors, vous me direz, il y a le film. Non, parce que le film, on le regarde une heure et demie, c'est fugace, on oublie. Une bande dessinée, on peut la lire, la relire, etc. D'ailleurs, c'est si vrai mais j'ai appris que mes bandes dessinées étaient utilisées par les étudiants à l'université. Parce que mes bandes dessinées, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un livre d'histoire synthétique. En fait, mes bandes dessinées, ce sont des fiches de lecture. C'est synthétique et je mets l'essentiel. C'est un énorme travail, la bande dessinée, de collectage de données, non seulement au niveau du narratif, mais au niveau du dessin, les costumes, les décors, les tissus, etc. Bon, bref, des armes, c'est un énorme travail. Donc, la bande dessinée que je fais, c'est pas une bande dessinée de hasard. Et puis, au niveau des éléments, c'est une synthèse. Alors, il y a des fois, il y a des bulles, je peux mettre des heures à la réaliser. J'ai en tête une bulle que j'ai faite sur la mort de Brunéo, j'ai mis 10 heures pour faire la bulle. Parce que qui dit une bulle dit l'imitation de l'espace. Et il faut choisir, repenser, calculer le mot. C'est pas un calcul seulement intellectuel, c'est aussi un calcul dimensionnel. Et alors, tout à l'heure, vous en avez parlé, vous avez dit qu'une bande dessinée, ça coûtait cher. Alors, sans parler du prix, parce qu'on n'est pas des boutiquiers, mais en termes de temps, en moyenne, ça prend combien de temps une bande dessinée? 120 heures, 200 heures, c'est... Ah non, vous n'y êtes pas du tout. Non, Une bande dessinée, c'est un an de travail. C'est un an. Parce que, en mettant, je travaille avec un scénariste qui n'est pas un historien. Et c'est ça l'avantage, un excellent scénariste. C'est un travail de lecture incroyable pour faire une bande dessinée. Il y a des fois, je lis 100 livres. 100 livres. Parce que tous les auteurs ne sont pas d'accord sur l'événement, sur la description de l'événement, sur l'analyse de l'événement. Donc, je dois, moi, trancher. C'est un travail de collectage de l'information narrative incroyable. Puis après, c'est la synthèse. Qu'est-ce qu'on doit dire d'important, de moins important ou pas du tout d'important, mais en même temps, le pas du tout important peut permettre de comprendre l'important, ou en tout cas de faire les liens. C'est un travail gigantesque, la bande dessinée. Puis une fois que vous avez fait ça, il faut la paginer. C'est-à-dire, je vous disais tout à l'heure, que j'ai chapitré mes pages. Mais à l'intérieur du chapitre, il faut que les bandes, eh bien, elles soient
suivies, vous voyez, qu'elles s'enchaînent. Bien. Et puis une fois que vous avez fait ça, il faut donner ça au dessinateur, parce que le dessinateur va exécuter ce qu'on lui demande. Le dessinateur n'a aucune marge de manœuvre. C'est-à-dire que si je dis Charlemagne est dans son char à tel endroit tiré par 4 bœufs, ben, il faut qu'il me fasse le char de Charlemagne à partir du Nicono qu'on a de Charlemagne. Ça peut être une fresque, ça peut être un dessin, ça peut être n'importe quoi. Bon. Ou une description littéraire, parce qu'on n'a pas de dessin. Bien. Donc, chaque image demande un travail aussi bien au niveau de l'auteur, du scénariste que du dessinateur, puis du coloriste. Donc, c'est un énorme travail. Une bande dessinée pour le dessinateur, grosso modo, c'est 6-8 mois. Coloriste, c'est 3-4 mois. Là, c'est uniquement pour la réalisation, mais pour la conception, c'est, bon, en fait, disons que globalement, une BD, c'est 2 ans. Ah oui, effectivement, c'est un énorme travail. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que le but n'était pas de... Vous avez dit tout à l'heure que le but n'était pas de gagner de l'argent avec la bande dessinée, mais bon, faut quand même en vendre pour pouvoir réinvestir. Aujourd'hui, vous avez parlé donc du défi financier. Il y a également le défi de la censure ou du combat idéologique. Il y a également le défi culturel avec avec des Français qui malheureusement lisent moins ou savent moins lire, sont moins intéressés également par l'histoire, par le passé, etc. Est-ce qu'il y a d'autres défis que vous avez identifiés? Oui, alors la bande dessinée, c'est, comment dire, parce que mes bandes dessinées sont scrutées, mais vraiment, vous pouvez pas vous imaginer comme elles sont comment dire, étudiées par mes adversaires, ce qui donne des choses absolument invraisemblables. Par exemple, je me souviens d'une histoire qui avait été reprise par Le Monde, Libé, etc., en disant que j'étais antisémite. Pourquoi? Parce que c'est tellement incroyable. Je n'ai pas parlé des camps d'extermination des Juifs en Bretagne. Ça va vous sembler étrange, il n'y en a jamais eu. Mais on a fait le buzz avec ça. Bien. Ou que je m'étais moqué des Juifs parce que j'avais reproduit un banquier qui était sémite avec sa kippa. Ça n'a aucun sens, puisque en l'occurrence, j'avais repris une image officielle de l'État qui sollicitait le public pour qu'on lui donne de l'argent. Et l'homme en question était un commerçant avec un bonnet de nuit, un chapeau de nuit. Et donc, comme les gens n'ont pas le sens critique, eh ben, ça fait la une des journaux. Bon, je prends un exemple, aussi bien au niveau du texte qu'au niveau de l'image. Au niveau de l'image, je suis extrêmement précautionneux, c'est-à-dire que je fais attention aux moindres détails. Mais moi-même, je peux commettre des erreurs. Alors ça, c'est vraiment passionnant. Et Dieu sait que je fais attention. Un exemple, par exemple, j'avais, comment dire, pour le couronnement de Charlemagne, représenté le pape avec une tiare. Or, la tiare n'existait pas à l'époque. Elle apparaît au XIVe siècle. Et j'ai toujours, alors ça c'est dans le sens positif et non pas idéologique ou politique, le spécialiste qui va dire ah non, la Terre n'existait pas. C'est pas très grave. La fois suivante, on va supprimer la Terre dans le cadre de la réimpression. Mais on a toujours, je parle au-delà de l'idéologie et de la politique, toujours le spécialiste qui va vous dire ah telle arme, vous êtes en avance de X années ou en retard de X années. Vous voyez. Donc la BD peut toucher des publics extrêmement avertis qui ont la gentillesse et qui ont pris l'habitude de m'envoyer un mot en disant tiens non vous vous trompez au niveau de l'arbre. Bon, on corrige et puis voilà parce que c'est fait de manière constructive.
Mais justement, par exemple, pour l'époque napoléonienne, pour les uniformes, ça doit être pour l'époque napoléonienne, les uniformes, ça doit être un énorme travail de recherche, de documentation. Oui, absolument. Alors, que ce soit pour Napoléon Ier ou Napoléon III. Bon. Et là, il faut trouver, évidemment, ça me rappelle une histoire, évidemment, la bonne reproduction, la bonne icono de l'époque. Je prends un exemple. Pour Fontainebleau, il y a le fameux escalier en fer à cheval. Ben, c'est pas du tout l'escalier d'origine. C'est un escalier tardif. Bien. Donc, quand moi, j'ai fait construire Fontainebleau par François Ier, je mets cet escalier. Mais heureusement, je suis extrêmement précautionneux et comme je connaissais le conservateur, je lui ai demandé en amont de vérifier si je n'avais pas fait d'erreur au niveau du narratif, au niveau du dessin. Et là, il me dit non, et c'est pas cet escalier, c'est un autre escalier. Je prends un autre exemple. Pour le Parlement de Bretagne, par exemple, le Parlement que l'on connaît à l'heure actuelle, la structure de l'escalier n'était pas du tout la même que de nos jours. Et de chaque côté de l'escalier, il y avait des monuments. Bien. Et lorsque donc on représente le Parlement de Bretagne au XVIIe, eh ben, il faut faire attention, il ne faut pas représenter la façade telle qu'elle est. D'autres exemples, par exemple, si on représente la cathédrale de Paris avant le 19e siècle, il ne faut pas lui mettre la flèche, vous voyez, etc., etc. Donc, ça demande un travail iconographique extrêmement poussé. Et on ne retrouvera peut-être pas le dessin. Alors là, il faut essayer de trouver une description de l'élément représenté dans l'écrit. Mais c'est passionnant, hein. Et je peux vous dire que pour certains détails, je peux mettre plusieurs heures, plusieurs jours pour trouver la solution. Alors, de nos jours, on a des outils qui facilitent la recherche et notamment Internet. Internet, pour un chercheur comme moi, c'est extraordinaire, mais vraiment. Et comme ils ont numérisé un peu tout, je prends un exemple. Quand j'ai découvert les dossiers sur les tanneries de peau humaine de Pont-de-C. J'avais vu que ailleurs on parlait on parle sous la Révolution française d'autres tanneries, mais tant vous cherchez ça sur Internet et vous trouvez les récits contemporains qui racontent l'histoire des tanneries à Meudon, etc., etc. Donc l'Internet est un outil pour nous chercheurs extrêmement précieux. Eh bien, écoutez, cet entretien touche à sa fin. J'ai deux questions. Quels sont vos projets en cours? Quels sont vos futurs projets? Attends, excusez-moi, il y a eu un petit bug. Oui. Quels sont vos projets en cours? Voilà, enfin, ou les Alors futurs moi, je projets, suis si vous bourré pouvez en parler. d'idées. Je suis bourré d'idées. Alors, mon premier projet, c'est en termes de bande dessinée, c'est de terminer l'histoire de France. J'ai 4 volumes encore à faire. 4 volumes, c'est à chaque volume 50 000 euros, hein. On peut parler de chiffres. Alors malheureusement, je suis obligé d'avancer petit à petit parce que ben, j'ai pas ces 50 000 euros. Donc c'est au fur et à mesure où je les ai, eh bien, je vais pouvoir continuer. Donc la bande dessinée Histoire de France. Au niveau bande dessinée biographique, je suis en train de préparer un Saint-Pierre, Saint-Pie V et un Saint-Antoine. Alors là aussi, c'est passionnant parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, la bande dessinée religieuse est décomposée en 3 parties. Donc les 2 premières parties, je vous les ai présentées tout à l'heure, et puis il y a tout l'aspect consacré à l'histoire personnelle, ce qu'on voit de visible encore, les prières, etc. Alors ça m'oblige à aller à Rome, par exemple pour Saint-Pierre. Ça m'a obligé pour Saint-Antoine de Padoue d'aller au Portugal, parce qu'en fait, Saint-Antoine de Padoue, il n'est pas italien, il est portugais. Donc j'ai retrouvé sa maison, j'ai retrouvé le culte qui l'entoure et j'ai découvert que c'était le saint, par exemple, du Portugal, avec toute une
religiosité autour de lui. Puis après, ben, j'irai à Padoue. Ça, c'est vraiment extraordinaire comme aventure. Je voyage. Jeanne d'Arc, ça a été passionnant, Jeanne d'Arc. J'ai voyagé à Domremy, mais sur ses traces à Orléans, etc. Donc ça, c'est mon deuxième projet au niveau des bandes dessinées. Maintenant, au niveau livre, j'ai trois grands projets. Le premier projet, c'est une nouvelle grille de lecture pour la Révolution française. Là, on est en train on a fait le plan, on a fait le rail, comme on dit. Hein. On va l'écrire à quatre mains. Là, on est bien avancé. Et j'ai aussi comme sujet raconter mon expérience en tant qu'écrivain, ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est-à-dire, moi j'ai tout collecté, je suis un historien, donc à chaque fois qu'il y a eu un article ou une émission de fait, systématiquement, je l'ai collecté. Et puis au niveau film, maintenant, je suis en train d'achever un film sur la terreur à Lyon. Alors ça, c'est vraiment passionnant parce qu'il y a l'événement lui-même et puis il y a le mémoricide à Lyon, puisqu'on a même fait évoluer le blason de la ville dans le sens d'un acte mémoricidaire. Et ça, c'est vraiment fascinant. Voilà, c'est ça mes grands projets à l'heure actuelle. Et puis, j'ai un dernier grand projet, c'est de construire un énorme musée sur les guerres de l'Ouest. Alors ça, c'est en tant que conservateur. J'ai un musée à Quiberon qui recèle à peu près 350 pièces, mais moi, j'ai collecté en 40 ans, dans le monde entier d'ailleurs, hein, à peu près 4500 objets sur les guerres de l'Ouest, des choses extraordinaires. Et donc, je veux vraiment construire un grand musée pour mettre à la disposition du plus grand nombre, justement, ces documents incroyables qui subsistent. Le dernier achat que j'ai pu faire, parce que le musée grandit par trois biais, en fait. Premier, c'est l'achat. J'ai acheté une plaque de reproduction de Foassinia, une plaque vendéenne. C'est extraordinaire comme objet. Et ça, c'est le premier. J'ai acheté le chapelet de la reine Marie-Antoinette qu'elle a offert avant d'aller à la Tour du Temple, à la gouvernante de ses enfants, Madame de Tourzel. Bon, et donc ça, beaucoup de dons. On a vraiment beaucoup de dons. Ça, c'est vraiment extraordinaire le nombre de dons que l'on peut faire. Et puis, autrement, on a une troisième source qui est un peu mixte hein, entre le don et l'achat, l'échange. Hein. Et donc, ça, c'est vraiment mon rêve, créer un grand musée. J'ai failli trouver le lieu il y a quelques mois. Je peux vous citer le lieu, c'est à Saint-Florent. Et le Viel, malheureusement, le projet a capoté. Mais j'espère qu'un jour, je trouverai effectivement. Et très bien, merci. Alors moi, j'ai une suggestion à vous faire. Est-ce que ce serait possible un jour de créer, oui, de publier une bande dessinée sur Ambroise de Milan? C'est compliqué là. C'est compliqué parce que il faut le public. Il faut le public. Et si on n'a pas le public, il faut trouver des thèmes qui puissent rassembler un minimum de gens. Très bien. Eh bien, écoutez, ça sera le mot de la fin. Merci pour cet entretien et je vous dis à très bientôt. Et pour toutes celles et ceux qui veulent se renseigner, eh bien, vous pouvez taper sur Internet Sécher Éditions et vous trouverez le site de la maison d'édition avec les bandes dessinées, les livres, les DVD. Monsieur Sécher, merci beaucoup. Merci pour votre accueil. À très bientôt. À bientôt.